Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Reflet TV. Merci de suivre Entre deux News. Alors, trois sujets majeurs dans cette émission analysée ce soir. Tout d'abord, l'actualité autour de la révision de la liste électorale. Un enjeu crucial que nous aborderons en première partie d'émission. Et puis, la fermeture imminente du bureau de la Cour pénale internationale CPI à Abidjan, une décision aux multiples implications que nous détaillerons dans notre second volet. Enfin, nous nous pencherons sur les revendications des fonctionnaires enseignants pour l'obtention d'une prime trimestrielle, une question qui suscite déjà des tensions au sein de la communauté éducative. Pour en débattre ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Pulchérie Balé, consultante. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Et Jean-Yves Esso-Essis, analyste en sociologie politique et membre du bureau politique du PDCI-RDA. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Vous êtes aussi inspecteur du PDCI-RDA, c'est ça? Tout à fait. Alors, la révision de la liste électorale pour les élections de 2025 en Côte d'Ivoire se tiennent du 9 octobre au 10 novembre 2024, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Cette période a été fixée par le décret numéro 2024-792 du 5 septembre 2024, signé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Première question, Jean-Yves Esso-Essis. À moins d'un mois pour la révision de la liste électorale, les propositions de l'opposition politique n'ont pas été prises en compte. Oui, alors merci déjà infiniment de nous inviter sur votre plateau, enfin, parce que vous avez une chaîne qui est très suivie et c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Concernant la CEI, je ne sais pas si je peux développer tout de suite ou si je dois répondre à votre question par rapport au dialogue politique. On va d'abord répondre à la question pour aller plus vite. Alors, oui, un dialogue est demandé par les partis politiques d'opposition, ce qui est tout à fait normal, puisque le système d'organisation des élections en Côte d'Ivoire a toujours posé un problème depuis le multipartisme en 90. Donc c'est un réel problème pour les Ivoiriens que de clarifier cet organe qui doit être transparent. Alors, nul n'a la science infuse, et c'est tout à fait normal qu'à chaque veille des élections, on puisse s'asseoir pour discuter, pour voir ce qui n'a pas marché, l'améliorer et faire des propositions. Donc ça ne devrait même pas être un combat, ça devrait être naturel que des partis politiques qui participent à une élection se réunissent pour discuter de l'organe qui organise ces élections, pour qu'il soit transparent, pour qu'on soit respecté dans le monde entier, parce que tout le monde nous regarde. Voilà ce que je pense. Bien, et sur la période, c'est moins d'un mois pour la révision de la liste électorale, du 9 octobre, 10 novembre 2024. Alors moi déjà, pour ça, j'ai deux soucis au niveau de la forme et du fond. Déjà au niveau de la forme, on voit un communiqué de la CEI qui nous dit que le gouvernement a décidé de la période de la révision de la liste électorale. Le gouvernement RHDP décide. Au niveau de la forme, il y a un problème. J'aurais préféré que la CEI fasse un communiqué en disant « nous avons proposé une certaine période que le gouvernement a accepté à travers un décret ». Donc ça déjà, ça choque mon intellect, ça choque mon entendement. Le fait de voir que la CEI dit que le gouvernement a décidé, ça me pose un problème. Ensuite, pour le fond, on est en train de nous dire qu'on nous donne 23 jours pour essayer de capter environ 5 millions d'électeurs. Alors, je parle aux Ivoiriens. Si on fait un petit calcul, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on va prendre 23 jours pour capter 5 millions d'électeurs. On fait un rapide calcul, ça fait 220 000 ou 230 000 électeurs par jour. Voilà ce qu'on nous dit, alors qu'on cherche à capter 5 millions. Est-ce que ce n'est pas possible? Je pense qu'il aurait été préférable, dans un premier temps, de réfléchir sur le chiffre que les gens peuvent réaliser par jour. Disons par exemple, donnons une hypothèse. On se dit, on peut enrôler 50 000 personnes. 50 000 personnes par jour, ça fait une période de 3 mois. Ce qui est tout à fait, on va dire, compréhensible et honnête. On a eu l'expérience des enrôlements. Donc on peut se servir des expériences pour fixer une bonne date. Et de vous à moi, quand on cherche
à enrôler un maximum d'Ivoiriens pour qu'ils aillent exercer leurs droits fondamentaux. Quel est le problème qui empêche l'organe d'ouvrir complètement les vannes pour donner le temps aux gens de s'inscrire? On devrait avoir une période qui s'étend d'aujourd'hui à 6 mois ou 5 mois des élections. Bien, il est où le problème? On nous parle de financement. On nous parle de problème de financement. Je dis qu'on déplace le problème. Bien, nous aurons l'occasion d'aborder cet aspect. Alors, nous avons invité depuis vendredi dernier des responsables du RHDP afin de pouvoir participer à cette émission. Malheureusement, jusqu'à hier, dimanche, nous n'avons pas eu suite favorable à notre demande. Nous poursuivons donc cette émission avec ceux qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Puis, Chéric Balé, moins d'1 mois pour la révision de la liste électorale. Qu'est-ce que ça vous inspire, société civile? Bon, on est très déçus parce que la CEI et le gouvernement ne sont pas attentifs aux propositions de l'opposition et de la société civile. Parce que nous aussi, en tant que société civile et avant même les politiques, on avait déjà proposé cela pour 2 raisons. En plus des 5 millions à capter dont parlait tout à l'heure M. Isso, il y a aussi la difficulté à obtenir la CNI, qui fait que pour que les électeurs s'inscrivent sans pression, il aurait été bien qu'on étende la période jusqu'en juin 2025, de sorte que les gens puissent s'inscrire. Et par rapport à cette question de financement, on avait aussi dit que partout, il y a des mairies, il y a des sous-préfectures, ça pouvait être le lieu de s'inscrire. La question de la CEI a été réglée. Désormais, ils peuvent s'inscrire avec soit la carte d'identité, le récépissé d'enrôlement ou encore le certificat de nationalité. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il est difficile d'obtenir la carte d'identité définitive. Donc si maintenant on autorise les citoyens à s'inscrire avec toutes ces pièces-là, il faudrait que ces pièces-là aussi soient valables pour le vote. Parce que je peux m'inscrire... Non, ce n'est pas un autre débat, c'est le même. Je peux m'inscrire avec un récépissé et comme il est difficile d'obtenir la carte définitive, j'arrive à la période des élections sans avoir ma carte, puisqu'il y a des gens qui attendent 4 ans, 5 ans, donc on est à 1 an des élections. Donc il faudrait aussi que ces pièces-là soient valables. Alors, comment vous réagissez face aux documents prévus pour l'enrôlement, la carte d'identité, le récépissé d'enrôlement ou encore le certificat de nationalité? Mais je pense que c'est une bonne chose. Heureusement qu'ils sont revenus à la raison et qu'ils permettent aux Ivoiriens de pouvoir aller voter avec un certificat de nationalité, dit-on, gratuit. Il faudrait qu'il reste gratuit. Maintenant, j'ose espérer, comme l'a soulevé Mme Balé tout de suite, j'ose espérer qu'effectivement, quand on s'inscrit, on a une carte d'électeur. On a un numéro d'électeur. Donc ça devrait permettre d'aller voter. Il ne faudrait pas qu'on demande aux Ivoiriens de sortir une CNI qu'ils n'ont pas, puisqu'ils ont un récépissé. Hein, voilà. Il ne faudrait pas que le machiavélisme des hommes politiques, enfin de ceux qui organisent ce genre de choses, transparaissent à un moment clé où les gens doivent aller voter. Alors, puis, Chéric Balé, il y a la gratuité du certificat de nationalité. Comment est-ce que vous accueillez cette décision-là? Est-ce que c'est une bonne décision qui a été prise par les autorités ivoiriennes? Oui, je le disais tout à l'heure et dans une autre émission, on avait dit qu'en France, et comme c'est la France qu'on copie, l'extrait de naissance, le certificat de nationalité et la CNI sont gratuites. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire vous écoute et prend en compte vos recommandations? Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et l'autre chose qu'il est important de relever, c'est que si vraiment on donne 23 jours pour s'inscrire cette année, il faut qu'on ait la garantie que l'année prochaine, on aura encore une autre période de révision de la liste avant octobre 2025. Bien. Est-ce qu'il y a des ajustements ou des réformes nécessaires dans les textes existants pour garantir une meilleure transparence dans cette opération? Mais, selon moi, il y a une évidence. C'est l'équilibre des membres de la CEI. Voilà. Tant qu'on ne regardera pas ça dans le détail, on va aller de cauchemar en cauchemar dans ces élections. Voilà, on a 18 membres, on connaît les répartitions. On sait qu'il y a un déséquilibre criard. Il y a un déséquilibre criant. Il est inadmissible qu'on continue comme ça. On nous parle de 6 personnes représentantes de la société civile. Bon, quelle société civile? C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ensuite, il y a des représentants du gouvernement
qui sont RHDP. On a 4 ou 5 membres du RHDP, plus des représentants du gouvernement. Donc quand on compte, la CEI est déséquilibrée. Il faut rééquilibrer ça. Mais en quoi la composition de la CEI aura-t-elle un impact sur la révision de la liste électorale pour un parti politique comme le PDC-RDA? Non, la recomposition de la CEI n'aura pas d'impact sur la révision de la liste électorale. C'est deux choses différentes. On révise la liste électorale, on révise la liste électorale, c'est une chose. Derrière, il y a l'organe central. Cet organe central, il y a des indicateurs très importants, des indicateurs peut-être pas techniques, mais des indicateurs psychologiques, des symboles que les Ivoiriens attendent. On a besoin de quelque chose d'équilibré. On a besoin de quelque chose de transparent. On a besoin de quelque chose d'indépendant. Comment voulez-vous que les Ivoiriens estiment qu'un organe est indépendant quand il est déséquilibré en faveur du pouvoir en place? C'est de la symbolique. Ensuite, derrière, des personnes nous diront « oui, les décisions sont collégiales, tout le monde donne son avis, etc. etc. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si les décisions sont collégiales, mais dans ce cas, équilibrées. Équilibrées, consulter par exemple des gens comme Mme Balé, des gens comme les responsables des droits de l'homme, etc., de la Côte d'Ivoire, demandez-leur, eux, de nous sortir un certain nombre d'organes neutres de la société civile à proposer à la CEI. C'est vraiment... le travail doit être fait au niveau de la composition de l'organe central. Et ensuite, derrière, on verra les choses qui vont découler de cela. Alors, avant de revenir à Pucherik Balé, au niveau de la révision de la liste électorale, est-ce que toutes les dispositions existantes actuellement en Côte d'Ivoire vous garantissent le bon déroulement de ce processus? Ben, écoutez, j'ose croire que les choses qui sont mises en place vont garantir ce bon déroulement. Vous savez, au départ, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, hein. C'est après qu'on constate ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des enrôlements. Il y a 5 ans en 2020, enfin il y a 4 ans en 2020, on a eu des problèmes incroyables. Des files d'attente énormes devant des agences d'enrôlement, ce qui est tout à fait inadmissible. La répartition du nombre de bureaux d'enrôlement ne correspond pas à la quantité de personnes enrôlées que nous voulons. Si jamais vous voulez enrôler 220 000 personnes par jour, mettez en place suffisamment d'agences pour que les gens n'aillent pas faire la queue sous le soleil, sous la pluie, pour se faire enrôler. Donc j'espère que de ce côté, on va équilibrer les choses. Ou alors, on augmente le délai pour que les gens puissent aller s'enrôler tranquillement. Bien. Alors, Pucherik Balé, quels sont les principaux obstacles rencontrés lors des précédentes révisions de la liste électorale qui pourraient ressurgir, qui vous paraissent inévitables cette année? Bon, avant même de parler des obstacles, j'aimerais revenir sur un point qui a été abordé tout à l'heure par rapport au mode opératoire de la CEI. La CEI ne travaille pas de façon consensuelle. Il aurait fallu, à notre sens, avant même de dérouler toutes ces étapes qui ont été faites depuis la révision de la cartographie électorale, tenir des réunions avec l'opposition et avec la société civile pour recueillir... Je crois qu'il y a une réunion cette semaine avec les partis politiques et... Oui, mais la réunion aurait dû se faire avant. La société civile également. Oui, elle aurait dû se faire avant. C'est-à-dire qu'on ne déclenche pas le processus avant de consulter les acteurs. On les consulte en amont et on tient compte de tout ce qui a été dit pour élaborer un processus qui sert à tout le monde. Le problème, c'est que la CEI avance sans les autres et puis au milieu là-bas, elle vient, elle veut consulter les gens. Bon, ça va servir à quoi de façon véritable, alors que tout est déjà déclenché. La deuxième chose, c'est par rapport à la sensibilisation qu'on confie à la société civile. Ça aussi, ça aurait dû se faire avant cette opération d'enrôlement parce qu'elle est très importante. Il s'agit ici de faire en sorte que chaque citoyen puisse user de son droit de vote. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Donc, les problèmes qu'on a rencontrés avant, en ce qui concerne la liste, il y a la période qui est courte. Déjà, même, il y a la période qui est courte. Ils donnent 2 semaines. Quand on se plaint, ils ajoutent 1 ou 2 semaines. Cette fois-ci, ils ont donné 3 semaines. Après, on va se plaindre, ils vont encore ajouter.
Le problème, c'est que quand on fait comme ça, non seulement le temps ne suffit pas, mais ça déstabilise un peu les uns et les autres. Quand je suis en train de me préparer pour avoir toutes les pièces qu'il faut afin d'aller me faire enrôler, et que je sais que c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines, si je n'ai pas pu avoir ce qu'il me faut pour aller me faire enrôler, je laisse tomber en fait. Je me dis, bon, je vais attendre la prochaine révision. Et puis après, on dit, bon, on rallonge. Du coup, on n'a pas forcément tout le monde qu'on aurait souhaité voir se faire enrôler. Donc, le temps là même ne suffit pas. Maintenant, il y a une question de déséquilibre dans la répartition des points d'enrôlement. Il y a des communes qui sont surpeuplées, qui ont besoin de plus de points d'enrôlement que d'autres. Et à ce niveau-là, on espère que cette année, ils vont corriger tout ça. Mais les années précédentes, il y avait un problème à ce niveau. On dit les gens ne viennent pas, les gens ne viennent pas. Mais il y a des endroits où ils viennent, mais c'est saturé. Et il y a des endroits où les gens attendent les personnes qui vont se faire enrôler. Donc, on va tous constater comment ça va se passer cette année. Bien, est-ce que vous soulevez ou constatez des exclusions dans certaines localités dues à ce processus électoral-là? Alors, moi, je préfère attendre et voir et espérer que les choses se fassent de manière équilibrée. Ce que je relève également, qui pourrait entraîner des questionnements, c'est que nous avons une période électorale. On a un décret qui fixe une période électorale du 19 octobre au 10 novembre. Parallèlement, on a un autre communiqué de la CEI qui met en mission du 1er octobre au 31 octobre les agents, enfin le personnel qui va s'occuper des enrôlements. Donc nous allons former, enfin la CEI va former son personnel du 1er au 31 octobre. Donc à partir du 19 octobre, ils seront en train de former encore des gens pour faire l'enrôlement. Il y a une superposition incompréhensible. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre. Donnez un temps à vos agents, formez-les. Quand ils sont suffisamment formés, donnez un délai pour enrôler. Les Ivoiriens méritent qu'on leur montre un petit peu plus de respect. Si jamais vous respectez les Ivoiriens, formez-vous, donnez votre délai de formation. Quand vous êtes formé, donnez le délai de l'enrôlement, pour ne pas qu'il y ait superposition. Mais sinon, j'espère que l'équilibre sera effectivement de mise et qu'il n'y aura pas de zones surpeuplées avec 1 ou 2 agences et des zones désertiques avec une dizaine d'agences. Alors certains partis politiques de l'opposition, dont le PDC et RDA, dénoncent notamment des risques de fraude, comme l'inscription des citoyens fictifs ou la suppression injustifiée de certains électeurs, en particulier dans les régions perçues comme étant des bastions de l'opposition. Comment vous réagissez aussi face à ces déclarations de l'opposition politique? Alors moi je dis simplement que je ne suis pas réalisateur de films, je ne suis pas dans la fiction. Je ne peux pas présager qu'il y ait des irrégularités. Je préfère constater. Mais ce que je demande, par contre... Pour vous, pour l'heure, tout est transparent et clair. Pour l'heure, tant qu'il n'y a pas d'anomalie et d'irrégularité, je donne ma confiance et je donne ma caution aux organisateurs de cette chose-là. Mais ce que je demande, c'est qu'on puisse, comment dire ça, agrandir le délai de réclamation pour que, ayant constaté des anomalies, les gens, les partis d'opposition et puis la société civile puissent s'organiser pour déposer leurs recours, déposer leurs plaintes. Vous allez voir que le délai de réclamation va être très très court. On va nous parler de 72 heures ou au maximum d'une semaine. Quand vous avez 5 millions de personnes à enrôler et qu'il y a théoriquement des anomalies qui vont être constatées, donnez le temps aux gens de monter leur dossier pour poser leur plainte. C'est tout. Sinon, je leur donne toute ma confiance. Je pense que les choses vont se faire correctement. Mais si jamais il y a des anomalies, qu'on permette aux gens de se plaindre. Et puis, Chéric Bali, est-ce qu'il y a des risques de fraude sur, en tout cas, la liste électorale? Oui, il y a forcément des risques de fraude, étant donné que... Qu'on peut éviter? Oui, en fait, déjà, en vérifiant la liste existante, on se rend compte qu'il y a des personnes décédées qui sont toujours sur la liste. Est-ce que ce n'est pas des erreurs, par exemple? Oui, mais on ne devrait même pas avoir ce genre d'erreur. La CEI n'est pas novice en matière d'organisation des élections. Et c'est pour cela qu'on disait tout à l'heure que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de réunion
et avec les politiques et avec la société civile avant de déclencher le processus, parce qu'on aurait fait un bilan et on aurait recueilli tout ce qui mériterait d'être relevé pour être corrigé. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a forcément des risques. Parce que si l'état civil était informatisé, on ne verrait pas des décédés sur la liste. On ne verrait pas toutes les anomalies que les gens dénoncent, des femmes qui ont 500 enfants. Bon, enfin, il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que tout ça, ça a été corrigé avant? Non, puisque déjà, les semaines précédentes, on a relevé beaucoup de décédés qui sont sur la liste et rien ne nous dit que ces décédés-là ne vont pas voter. Bien. Alors, dernière question pour terminer cette partie. Comment est-ce que cette révision de la liste électorale pourra-t-elle impacter les alliances et les stratégies politiques en vue pour les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je ne vois pas de rapport entre la révision de la liste électorale et les alliances. Mais il y a un rapport avec la crédibilité de la CEI, parce que, comme l'a relevé M. Esso au début, c'est quand même malheureux que sur une chaîne de télévision, le président de la CEI dise lui-même qu'il n'est qu'un exécutant. Ça, c'est très grave, alors que la commission est censée être indépendante. Et maintenant, on vient confirmer en mettant dans le communiqué, le gouvernement décide. Ce n'est pas un gouvernement d'union, c'est un gouvernement purement RHDP. Donc quand on dit le gouvernement décide, ça veut dire le RHDP décide. Et c'est quand même dommage parce que le RHDP fait partie des candidats aux élections. Ce n'est pas lui qui doit décider dans l'organe ou pour l'organe qui organise des élections. Ce qui nous ramène à insister sur la nécessité de réformer la CEI, d'autant plus que... Est-ce que le code électoral dit que c'est la CEI qui décide de la période de la révision de la liste électorale? Le code électoral, en fait, la CEI propose, et puis le gouvernement entérine. Mais même ça, ce n'est pas normal pour une CEI qui est censée être indépendante. Donc, comme en août prochain, 2025, avant la présidentielle, le mandat de la CEI s'achève. On les a pris pour 6 ans. Donc, il serait indiqué qu'avant août 2025, on parle déjà d'avec quelle CEI on va aller à ces élections. Elle a déjà commis des erreurs, elle continue d'en commettre, et toutes nos crises ayant été électorales, elle est au centre des crises que les Ivoiriens ont connues. Donc, avec quelle CEI on va aller en octobre 2025, ça c'est très important et j'espère que la question sera abordée dans ces réunions-là. Bien. Alors, place maintenant à la deuxième partie de cette émission. 13 ans après l'ouverture de l'enquête du bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI en Côte d'Ivoire, la justice internationale a annoncé aux autorités ivoiriennes le 18 septembre 2024 la fermeture de son antenne à Abidjan d'ici à mi-2025. Alors, contexte général et décision de cette fermeture. Pourquoi la CPI a-t-elle décidé de fermer son bureau à Abidjan après plusieurs années de présence en Côte d'Ivoire? C'est la question que se posent beaucoup d'Ivoiriens. Bon, officiellement, elle a parlé de contraintes budgétaires. Parce qu'en fait, la CPI a plusieurs organes et c'est son greffe qui avait un bureau ici. Ils ont parlé de contraintes budgétaires. Mais nous, ce n'est pas ça qui est notre problème. Notre problème, c'est qu'est-ce que ce bureau-là a obtenu comme résultat ici avant de partir. On aura l'occasion d'aborder cette question. Alors, du côté du gouvernement ivoirien, le retrait de la CPI est en revanche un motif de satisfaction. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission ici et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela montre bien que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris la place. Tels sont les propos du ministre porte-parole principal du gouvernement de Côte d'Ivoire. Quel sens donnez-vous à ces affirmations? C'est un auto-satisfecit qui me dérange un petit peu et c'est l'habitude du gouvernement. Pourquoi ça vous dérange? Mais on a tout le temps besoin de montrer aux Ivoiriens qu'on est satisfait, qu'on est parfait, on a tout bien fait, il n'y a aucun problème. Moi, la première chose qui ressort de cette décision, c'est déjà la forme. La forme, enfin le symbole que ça donne. Un bureau qui est censé juger, en tout cas enquêter sur des crises qui ont commencé depuis 2000. De 2000 à 2002. De 2002 à 2011. Et ensuite de 2011 à plus. Vous êtes censé étudier
enquêter, juger les personnes qui ont contribué à ces crises-là. On constate que 2 personnes ont été envoyées à la CPI. Le président Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé. Mais il y a des personnes qui ont été belligérantes. La CPI n'a jamais... Le RHDP. Ah, bien sûr. Le groupement RHDP, groupement parti politique, dont le PDC RDA qui était membre. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Donc, il faudrait, bien sûr, le PDCI, assume sa part de responsabilité, si jamais il y en a une. Mais il faudrait que cet organe-là puisse enquêter de l'autre côté également, avant de fermer. C'est symbolique. Donc, vous n'êtes pas allé chercher l'autre côté et vous décidez que vous fermez. Effectivement, quand on gratte un peu, c'est à cause de contraintes budgétaires. Ils avaient un fonds qui a assisté les victimes. Et je crois que ça a touché près de 8000 victimes et tout. Vous stoppez tout. Est-ce à dire que tout le monde a été dédommagé? Est-ce à dire que vous avez trouvé les différents coupables? Ou alors, on a eu 3000 morts comme ça, cadeau? Alors, perso, quel sens donnez-vous à cette fermeture annoncée? Mais c'est ce que je viens de dire. Le côté symbolique est important pour les Ivoiriens. Je pense qu'ils n'auraient pas dû fermer ce bureau physique tant qu'ils n'ont pas au moins convoqué une personne de l'autre camp. Il y a un problème d'équilibre dans la justice qu'il faut montrer aux Ivoiriens. Il y a 2 personnes qui se battent, vous en appelez une, vous enquêtez sur lui, vous dites, bon, il est coupable, il n'est pas coupable, etc., ce que vous voulez, vous prenez l'autre, vous posez des questions. Rien que ce symbole doit être fait avant de clôturer quelque chose. C'est sur ce point que j'insiste. Bien, puis les réactions sur la sortie du porte-parole du gouvernement ivoirien qui se réjouit. Bon, le porte-parole du gouvernement, malheureusement, a toujours eu des sorties malheureuses. Moi, je pense qu'avant même de parler, quand on est porte-parole d'un gouvernement, on s'informe. Ce qu'il a dit là, ça n'a rien à voir avec ce que la CEI a dit. La CPI a dit. La CPI dit que pour des contraintes budgétaires, elle ferme son bureau d'Abidjan. Mais la CPI ne s'est pas prononcée sur l'enquête elle-même. Ils ont seulement dit que l'enquête va se poursuivre. Donc là, je ne vois pas d'où on tire la satisfaction qu'ils manifestent. Mais nous, on est déjà habitués à ce que le gouvernement soit dans l'autosatisfaction. Si ça leur plaît de se mentir à eux-mêmes, qu'ils continuent. Ce que nous, on sait, c'est que la CPI a jugé un seul camp et apparemment, elle est incompétente parce que on ne peut pas prendre 13 ans pour juger un seul camp. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier 2019. Ça fait combien de temps? Jusqu'en 2024. Ils n'ont pas encore ouvert l'enquête qui concerne le camp du président Ouattara. Donc, il y a un problème. Le second problème, c'est qu'il n'y a pas eu que 8000 victimes dans une crise où il y a eu 3000 morts. Et encore que les 3000 morts, là, ça, c'est les chiffres officiels donnés par le rapport d'enquête nationale en 2012. Dieu seul sait le vrai nombre des morts. Mais par rapport aux victimes, la CONARIV a identifié plus de 800 000 victimes. Sur les 800 000 victimes, la CONARIV n'en a pris en charge que 36%, c'est-à-dire 300 et quelques mille victimes. On a rejeté 500 000 dossiers. Est-ce que dans les 800 000 victimes-là, les exilés ont été pris en compte? Ça, on ne sait pas. Sur quelle base on a rejeté les 500 000 dossiers? On ne nous a pas expliqué. Et actuellement, où nous parlons, il y a encore 10 000 réfugiés au Ghana et 50 000 au Libéria. Donc, la CPI n'a pas fait son travail comme il se devait. Et si elle veut encore avoir de la crédibilité, elle a intérêt à s'activer pour juger l'autre camp. Parce que plus le temps passe, plus les preuves aussi sont difficiles à obtenir. Alors, est-ce que la fermeture du bureau de la CPI à Abidjan aura-t-elle des conséquences sur la coopération entre la justice ivoirienne et cette institution, la CPI? En principe, non. En principe, non. Alors comment cette fermeture pourrait-elle également affecter les enquêtes en cours, notamment celles concernant les crimes post-électoraux de 2010-2011?
Oui, mais comme a dit Pulchéry, ça ne devrait pas empêcher la CPI de continuer à enquêter. Donc normalement, si jamais on regarde bien le communiqué de la CPI, il ne s'agit que de contraintes budgétaires. Moi, je dis que symboliquement, c'est pas une bonne, comment dire, c'est un mauvais signal. Mais il faudrait que, effectivement, ils continuent à enquêter et que derrière les enquêtes produisent des résultats. Vous parlez de mauvais signal, pourquoi? Je dis que symboliquement, c'est un mauvais signal que de fermer une agence de la CPI. Hein, c'est quand même symbolique hein, d'avoir un bureau physique de la CPI dans un pays où il y a eu une crise et où il y a une enquête qui est en cours. Vous n'avez pas encore regardé ce qui se passe de l'autre côté et vous annoncez que vous fermez. Là, aujourd'hui, nous sommes sur un plateau télé pour expliquer aux Ivoiriens les vraies raisons de la fermeture. Vous avez vu que le porte-parole n'a pas bien creusé le dossier et s'est permis d'aller dire à tous les Ivoiriens, je ne sais pas s'il a compris le dossier ou pas, il allait dire à tous les Ivoiriens que oui, ça veut dire que bon, la justice fait bien son travail. Nous, on est obligé d'expliquer aux Ivoiriens que ce n'est pas le cas. C'est juste un bureau, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour vous expliquer que la symbolique est importante. Vous fermez. Si on n'explique pas aux Ivoiriens que ce n'est qu'un problème de fond, de contraintes budgétaires, ils vont penser symboliquement que vous décidez que vous avez fini votre travail et que vous partez. Et ce n'est pas bon pour la symbolique. C'est un mauvais signal. Bien. Et une autre question aussi, hein, est-ce que la fermeture du bureau de la CPI à Abidjan marque la fin d'un chapitre dans le processus de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Bon, moi je fais partie de ceux qui disent que la réconciliation n'est pas encore effective et que c'est malheureux qu'on ait fermé le ministère de la Réconciliation. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la réconciliation n'est pas effective en Côte d'Ivoire? Mais il n'y a qu'à voir la façon dont on nous gouverne. Il n'y a qu'à voir la façon dont on nous gouverne. La réconciliation intervient parce qu'il y a eu crise. Mais quels sont les aspects de cette crise qui ne sont pas encore résolus et qui déterminent pourtant la réconciliation? On a encore des prisonniers politiques dans les geôles. Il y a des gens, même, on les a libérés aujourd'hui. Une semaine après, on les prend, on les ramène. On a encore des conflits communautaires un peu partout. Chaque zone du pays a ses conflits. Tous ces conflits-là, ça fait partie de la réconciliation parce qu'en période électorale, ce sont les relents de tous ces conflits-là qui envoient les crises. Il n'y a pas de dialogue politique parce que les crises qu'on a connues là sont des crises politiques parce qu'elles sont parties des élections. Il n'y a pas de dialogue politique. On attend toujours qu'on soit à la veille d'une élection et pour faire bonne figure face à la communauté internationale, le pouvoir en place convoque un dialogue dont il donne lui-même l'ordre du jour. Quand il a satisfait ce qui lui l'intéresse, le reste reste comme ça. C'est pour ça que depuis, on ne fait pas les bilans des 5 dialogues qu'on a fait. Si on en faisait les bilans, on verrait que les conditions pour la réconciliation ne sont pas réunies. Parce que tant que le dialogue politique ne sera pas fluide, il n'y aura pas réellement de réconciliation. Et vous allez voir, si on n'a pas réglé certains problèmes avant les élections de 2025, vous verrez si la réconciliation est effective ou pas. Alors maintenant, revenons au bilan. Quel bilan peut-on tirer de l'action de la CPI en Côte d'Ivoire? Et est-ce que cette institution a joué un rôle déterminant dans la stabilisation du pays? Bilan très négatif. Parce que quand on est un juge pour 2 camps, on enquête sur les 2 camps. Donc si on s'arrête uniquement à ça, le bilan est négatif. Vous avez travaillé sur un camp, vous n'avez pas été capable de, comment dire, de trouver les vrais coupables. Donc le travail n'est pas fini. Quand on fait un bilan, c'est quand le travail est fini. Le travail n'est pas fini. On attend la suite, puisque vous avez acquitté les responsables d'un camp. Il faudrait donc juger l'autre camp et dire s'ils sont coupables ou pas. S'ils ne le sont pas, si d'un côté les gens sont acquittés et de l'autre côté les autres sont également acquittés, vous avez un problème. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Donc pour moi, le bilan, il est négatif. Bien, Pulchéry Gbalé, quel bilan faites-vous des actions de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire? Oui, le bilan, il est décevant. Parce que comme je disais tout à l'heure, 13 ans après qu'il se soit saisi de cette affaire, le seul résultat qu'on a obtenu, c'est l'acquittement d'un camp. Et s'ils avaient une conscience professionnelle avérée, déjà depuis 2019, ils auraient programmé le procès de l'autre camp parce que l'enquête
ne devrait pas avoir consisté à enquêter seulement sur un camp. C'est une enquête globale et puis on fait la part des choses sur les informations reçues. Donc quand on a fini de parler des informations reçues sur un camp, qu'on a jugé même sans les témoins à décharge, il est tout à fait logique que la population ivoirienne s'attende à ce que dans les mois qui suivent, le procès de l'autre camp se déclenche. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de victimes qui sont déçues actuellement parce que les victimes, il y en a eu dans tous les camps. On dit qu'un camp est acquitté. Bon, qui maintenant est responsable des 3000 morts? Qui est responsable de toutes ces victimes? Jusqu'à même le responsable des victimes du camp RHDP est décédé. Paix à son âme, M. Diaby, sans avoir vu les résultats de la CPI concernant les victimes. Donc, franchement, c'est décevant. C'est victime de la crise post-électorale, pas Oui. victime RHDP. Non. En tout cas, l'intitulé de son organisation. Oui, c'est ça l'intitulé, mais il y a plusieurs collectifs de victimes. Et lui, il avait affiché clairement qu'il était le président des victimes du RHDP. Voilà. Il est même allé témoigner à l'AE dans ce sens. Pour vous, cela soulève la question de comment les affaires liées aux crimes internationaux seront-elles gérées à l'avenir également, hein? C'est la question que cela soulève. Oui, parce que ça, là, ça joue sur la crédibilité de la CPI, franchement. Ça joue sur la crédibilité de la CPI. On ne peut pas passer tout ce temps-là pour ce peu de résultats. Alors, est-ce qu'il faut renforcer les capacités des institutions judiciaires nationales pour compenser l'absence de la CPI si elle voudrait vraiment définitivement partir? C'est important. Un pays qui se respecte doit avoir une justice très forte. Et il faut renforcer les capacités judiciaires de ce pays. C'est une évidence. Il y a des leviers dans un pays qui sont importants. La santé, l'éducation et la justice. Alors, c'est un signal pour les Ivoiriens, pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, il peut y avoir des juridictions internationales, mais il faudrait que dans son pays, dans son propre pays, on soit à même de juger nos populations et nos crises avec suffisamment de transparence et de professionnalisme. Bien, puis Chéric Balin, renforcer les capacités, la capacité des institutions judiciaires ivoiriennes s'impose donc? Ça s'impose, mais il y a des précisions à faire. Ça s'impose dans quel contexte? Parce dans un contexte où la CPI... non, la CPI n'est pas partie. Elle a juste fermé le bureau de son greffe à Abidjan. Elle poursuit son enquête et elle ne dira jamais qu'elle ne va pas terminer ce qu'elle a commencé. Il y va de sa propre crédibilité. Maintenant, en ce qui concerne les juridictions nationales, nous autres, on a déjà un problème avec la justice ivoirienne. Quel est ce problème? En fait, il n'existe pas d'indépendance de la justice ivoirienne. Si on avait jugé le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on ne les aurait jamais acquittés. Moi, en tout cas, j'en suis convaincue et je l'assume. Tout simplement parce que notre justice n'est pas indépendante. La séparation des pouvoirs n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est juste une poste pour l'exécutif. La justice fait les choses sur ordre de l'exécutif. Donc, c'est clair qu'il faut renforcer la justice ivoirienne, mais avant de la renforcer, il faut d'abord même s'assurer de l'existence d'une séparation réelle des pouvoirs, que le président de la République connaisse ses limites en tant que président de la République, que l'Assemblée nationale soit forte. Et puis, bon, on va maintenant renforcer la justice, sinon ça sera peine perdue. Alors, pour terminer avec vous, dernière question. Est-ce que cette fermeture de la CPI, du bureau de la CPI à Abidjan, aura-t-elle un impact sur les relations diplomatiques entre l'institution et la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. On a vu le porte-parole du gouvernement qui est en train de se réjouir pour montrer qu'il n'a rien compris à l'affaire. Donc, le gouvernement est content. Donc, pourquoi il va y avoir d'incidents diplomatiques? Seulement, je pense que lorsque ils comprendront ce que la CPI a dit. La CPI n'a pas dit qu'elle n'enquête plus. Elle dit qu'elle ferme son bureau du greffe. Donc, quand ils comprendront que les enquêtes vont quand même se poursuivre, on espère qu'ils vont se prêter au jeu. Bien. Pour qu'on sache la vérité.
Jean-Yves Esso, aussi, dernière question pour terminer. Est-ce que ce départ de la CPI d'Abidjan aura-t-il un impact sur les relations diplomatiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et cette institution internationale? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la sortie du porte-parole prouve bien qu'il n'a pas compris grand-chose à ce qui a été dit par la CPI, puisque la CPI a dit qu'elle fermait son bureau suite à des problèmes, des ajustements budgétaires. Elle n'a pas dit qu'elle arrêtait les enquêtes. Et déjà, on a une sortie du gouvernement pour dire « Ah, on est content, on est fort ». Ça veut dire qu'on peut prendre le relais, ça veut dire qu'on a un bon système judiciaire. Donc notre pays ne va pas à l'écoute de ce qu'a dit le porte-parole, avoir de conflits internationaux avec la CPI. Hein. Au contraire, ils applaudissent. Donc voilà, je ne pense pas que ça pose un problème de relations internationales. Voilà, madame, monsieur, nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de cette émission pour parler, bien sûr, des enseignants fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui réclament une prime trimestrielle. Place à la troisième partie, les fonctionnaires enseignants réclament une prime trimestrielle. Depuis quelques années, les fonctionnaires enseignants de Côte d'Ivoire, dans leur grand ensemble, demandent à l'État, leur employeur, une prime de stimulation. Ces derniers affirment avoir réclamé cet intéressement depuis les États généraux de l'éducation nationale. Toujours pas de réponse à leur requête. Première question de cette partie, la rentrée scolaire menacée par une grève menée par plusieurs fêtières pour les 15, 16 et 17 octobre 2024 reconductible. Comment vous réagissez face à cette actualité qui est d'ordre social? Oui, il y a effectivement une soixantaine de syndicats d'enseignants qui se sont mis ensemble autour de 8 revendications, dont celle que vous venez d'évoquer, qui est très appropriée, étant donné que d'abord les enseignants du privé sont très mal payés et pas régulièrement, et les enseignants du public estiment que leur salaire n'est pas suffisant, donc il leur faut une prime. Et cette prime-là, ils l'ont appelée prime d'incitation et de documentation. Parce qu'un enseignant normal, il continue de se former, il continue d'actualiser ses connaissances et ils le font sur la base de leur petit salaire qu'ils ont. Et c'est dans ce même petit salaire que lorsque le ministère de l'Éducation nationale n'envoie pas les subventions à temps, parce qu'il y a des subventions du COGES, il y a les subventions des chefs d'établissement qui ne sont pas versées à temps. Pour cette année 2024 qui a commencé, certains établissements n'ont pas reçu la subvention de l'année précédente. Vous voyez à quel point c'est grave. Alors qu'il y a des COGES qui recrutent des enseignants pour renforcer le personnel éducatif. Donc, les enseignants travaillent dans des conditions difficiles. Tout ce qui concourt au bon exercice de leurs fonctions, ils le font dans leur poche. Alors qu'on a d'autres fonctionnaires qui bénéficient de primes trimestrielles. Mais pas tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Non, pas tous les fonctionnaires, mais nous autres, on milite pour l'égalité de tous les citoyens. Pourquoi certains fonctionnaires bénéficieraient de primes? Leur travail serait-il plus important que ceux qui enseignent nos enfants, que ceux qui nous soignent tous? Chaque fonction a ses avantages également. Non, mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que, à ma connaissance, ce sont les employés du Trésor et des impôts qui reçoivent ces primes-là. Pour la douane, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est les régies financières. Et ceux-là, on dit qu'on leur donne cela pour d'abord les féliciter des entrées, mais aussi pour éviter qu'ils s'adonnent à des détournements. Mais nous tous, on sait que ça n'empêche pas cela. Ça n'empêche pas cela. C'est dans ces régies financières-là même qu'il y a le plus de deals, le plus de détournements. Bon, franchement, finalement, est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on voulait? Non. Donc, il serait bien qu'à la fin de l'année, on décide de ce qu'on affecte à tous les fonctionnaires et puis on le répartit tout simplement. Il n'y en a pas certains qui travaillent plus que d'autres. Il faut que ça soit corrigé. Moi, en tout cas, je soutiens cette revendication. Bien, alors une grève menace le système éducatif ivoirien en pleine rentrée scolaire. Les enseignants demandent à l'État ivoirien tout simplement une oreille très attentive et le tour sera joué pour éviter une année scolaire en demi-teinte. Comment vous réagissez? Alors moi, ça me fait un petit peu mal au cœur que à chaque fois, ce soit nos enfants qui soient victimes
de l'illogisme de notre politique. L'éducation, c'est quelque chose de très important dans un pays. Ceux qui assurent l'éducation, ce sont les enseignants. À l'image de ce qui se fait en Asie, tout est axé sur les enseignants. Il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on comprenne que un pays, l'équilibre d'un pays, le respect d'un pays, c'est l'éducation, la santé et la justice. L'éducation est un pan très important pour l'avenir du pays. Je ne comprends pas que des enseignants mal payés, déjà ça c'est un problème, mal payés, soient obligés de revendiquer pour avoir des primes qui existent déjà chez certains autres fonctionnaires. Quand j'apprends que les gens des impôts, les gens du Trésor, je vérifierai... Et ce sont des primes très consistantes. Hein. Tout à fait. Alors, il est inadmissible, c'est même dérangeant de voir que des gens qui nous enseignent... Mais les gens qui prennent les décisions, là, ils sont passés dans les mains d'enseignants. C'est ça. Le président de la République est passé dans les mains d'un enseignant. Les docteurs passent dans les mains d'un enseignant. C'est-à-dire que les enseignants devraient être le corps de métier des fonctionnaires le plus avantagé. Parce que ces personnes-là doivent être complètement libres dans leur esprit pendant qu'ils sont en train de former nos enfants. Il y a le primaire, le secondaire et le supérieur. Mais toutes ces personnes-là sont tout le temps en train de souffrir pour régler leurs problèmes de subsistance basiques. Comment voulez-vous qu'ils se concentrent pour éduquer nos enfants? Aujourd'hui, nous sommes face à une menace de grève. On sait toujours quand une grève commence, on ne sait jamais quand elle se termine. C'est vrai qu'on donne des délais, mais on peut renouveler les grèves. Les enfants, là, qui souffrent de ça, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir cassé des écoles en pleine année scolaire, maintenant qu'on reprend, on oblige les enseignants à mettre la pression sur notre éducation, hein, sur les enfants, pour obtenir gain de cause. Ce n'est pas normal. À la fin, les perdants, les coupables, ce seront les victimes, ce seront les enseignants. Tout le monde va taper sur les enseignants parce qu'ils se servent un petit peu de cette situation pour revendiquer leurs choses. Mais il faudrait qu'on évite d'avoir ce genre de situation. Et que j'espère que le gouvernement va régler ce problème avant le début de la grève. Ils ont 8 revendications. Il y en a une qui est très importante. Ce sont ces primes-là. Donnez-leur leurs primes et ensuite mettez-vous en rapport avec eux pour discuter avec leurs syndicats, etc., pour savoir comment on ajuste pour les 7 autres points qui sont également importants. Voilà ce que je pense. On est aussi d'accord que l'octroi de cette prime aura un impact économique sur les finances publiques. Oui, mais écoutez, il faudrait qu'on arrête avec ça. Bon, je ne veux pas être désagréable, mais quand on a un budget de souveraineté aussi énorme que ce qui est actuellement 1 milliard par jour pour le président, qu'on ne nous parle pas de contraintes budgétaires. Ils peuvent faire les équilibres qu'il faut pour satisfaire ceux qui enseignent nos enfants, ceux qui enseignent nos écoliers, ceux qui enseignent nos étudiants. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on parle d'un problème d'équilibre social, on nous sorte ce problème budgétaire. On a fait la même chose pour la CEI, où quand on dit qu'il faut prolonger, on dit que non, ça coûte cher de prolonger le délai parce que les bureaux doivent fonctionner, il faut payer les agents, etc. Il faudrait que les gens arrêtent ça. La Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources pour équilibrer les différents budgets. Bien, puis Chérif Balin, la question de la contrainte budgétaire ne doit pas être à l'ordre du jour, c'est ça? Si, ils peuvent évoquer cela, mais moi je pense que... Quand on sait que chaque ministère a également un budget de fonctionnement. En fait, ce qu'il est important de préciser, c'est que on n'arrive pas à la grève brutalement. On arrive à la grève quand le dialogue est rompu. Et dans ce cas d'espèce, le ministère avait eu des séminaires, des ateliers avec les enseignants. Donc, ils sont informés de la situation. Oui, ça a été dit depuis les États généraux de l'Éducation nationale. En mars 2024, a tenu un atelier avec les syndicats d'enseignants du technique
pour régler leurs problèmes. Pourquoi l'éducation nationale ne fait pas de même? Le dernier atelier a eu lieu en juin. C'est parce qu'à la suite de cet atelier-là, le dialogue a été rompu que les enseignants ont décidé de mener cette grève. Donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Le dialogue social est important. Et quand on le rompt, tout en sachant qu'il y a des problèmes, on ne peut que s'attendre à ce genre de situation. Donc, quand on annonce une grève, ce n'est pas parce qu'on veut effectivement faire la grève. C'est pour tirer la sonnette d'alarme et forcer le dialogue autour de cette question. Maintenant, par rapport aux contraintes budgétaires, on n'en aurait pas si on n'était pas dans l'impunité. On admet que des gens détournent des milliards sans sanction, mais c'est tout ça là qui grève le budget de l'État. Cet argent que les gens détournent et puis on ne les sanctionne pas là, ça aurait pu servir à régler ce genre de situation. Donc c'est une question de volonté politique. Si le gouvernement estime qu'il faille donner ces primes, ils trouveront ce qu'il faut faire pour trouver les moyens par rapport à ça. En somme, cette demande du corps enseignant est légitime. Oui, tout à fait. Et c'est même pas trop tôt. Est-ce que vous voyez ce que cela pourrait produire si chaque corps de la fonction publique exprime des revendications similaires ou si la demande des enseignants est satisfaite? C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous commencez à donner des primes à certains corps, vous pouvez répartir ça à tous les corps de métier. Mais donner une prime ne veut pas dire avoir la même égalité de primes. Donner des primes en fonction de la qualité et en fonction des grades et des objectifs que vous voulez atteindre. Notamment, vous dites par exemple que pour les impôts et les trésors, vous mettez des primes énormes pour dissuader les gens de détournement. Bon, c'est pas ce qui empêche les détournements, hein, mais vous pouvez attribuer des différentes primes dans les différents corps et ensuite mettre un curseur en fonction des montants, en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc effectivement, nous ne demandons pas ça, mais si jamais ils le font, c'est une bonne chose. Les enseignants ont raison de revendiquer. Il faut régler ce problème pour ne pas rendre les enfants victimes de cette situation. Après, derrière, c'est vrai que si tout le monde demande, ben vous vous asseyez et puis vous essayez de voir comment vous pouvez équilibrer pour que tout le monde soit satisfait. Ou alors vous retirez ces primes à tout le monde. Voilà. Charles Balé, réaction là-dessus, la même question. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse donner des primes à tout le monde. Maintenant, si on ne peut pas en donner à tout le monde, il y a des corps de métiers qui sont essentiels, notamment les enseignants, mais aussi les médecins. Parce que les médecins dans les hôpitaux... Mais les autres corps de métiers aussi vont se sentir très essentiels. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on donne à tout le monde. Maintenant, quand on ne peut pas donner à tout le monde, il faut avoir de bonnes justifications pour en donner à certains. C'est pour ça que je parle de l'éducation et la santé. Parce que c'est l'éducation et la santé qui déterminent la qualité même des citoyens. Du coup, comme il a dit là, le président de la République, il est passé par la formation pour arriver là où il est. Nous tous, on est passé par la formation, c'est essentiel. Sans la santé, on ne peut rien faire, c'est essentiel. Donc moi-même, là, j'encourage même les médecins à demander aussi, parce qu'ils sont dans les hôpitaux là, ils ne restent pas là-bas. Ils s'en vont travailler dans les cliniques. Et nous, les citoyens qui ne pouvons pas aller dans les cliniques, quand on va dans les hôpitaux, c'est de longs rangs, la qualité du service n'est pas bonne. Exactement. Voilà. Donc, il faut aussi même qu'on en donne aux médecins. Exactement. Bien, dernière question pour terminer. Quelle alternative ou compensation proposez-vous qui pourrait également satisfaire les revendications des enseignants sans alourdir le budget de l'État? Bon, c'est l'État qui connaît sa caisse. Donc, nous, on ne voit pas dedans, mais je pense que la première chose à faire, c'est de renouer le dialogue avec les syndicats d'enseignants pour voir ce que dans l'immédiat, l'État peut céder et prendre des engagements pour que d'ici l'année prochaine, certaines autres questions puissent être réglées. C'est dans le dialogue qu'on arrive à trouver des compromis qui arrangent tout le monde. Donc c'est vraiment ça d'abord. Maintenant, pour les questions budgétaires, c'est une question de volonté politique. Si l'État décide qu'ils doivent céder quelque chose aux enseignants, ils trouveront comment ils vont faire. Bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour satisfaire la demande des enseignants sans toutefois, en tout cas, impacter le budget de l'État?
Écoutez, il y a des sommes astronomiques qui sont détournées pratiquement tous les jours en Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait pas où va ces sommes. Oui, mais il faut assainir la gouvernance, ne pas qu'elle soit détournée. Et en général, on sait où elles vont, hein, puisque elles vont bien dans les poches des détourneurs. Alors, si on se penche un tant soit peu sur ce problème-là, mais il y aura des ressources. Et je pense que si l'État a vraiment envie de régler le problème des enseignants, ils trouveront les moyens de le faire. On est fatigué de regarder qu'à chaque fois, il y a tous les jours de nouvelles affaires de détournement de milliards et ça ne va pas quelque part, comme disent les Ivoiriens. Mais derrière, on a des enseignants qui se saignent, on a des médecins qui sont obligés d'aller faire comment dire ça, d'aller faire des missions dans les cliniques, etc., pour joindre les deux bouts, qui souffrent pour avoir un minimum vital pour exercer leur travail. Ces gens-là, il faut les soutenir. Et je pense que le problème budgétaire est un faux problème, parce que si jamais les gens s'asseyent sérieusement et discutent avec ces corps de métier, des solutions seront trouvées pour apaiser leur souffrance et puis soulager leurs demandes. Il y a aussi la question des grèves, hein, chaque année des grèves dans le système éducatif ivoirien. Comment est-ce que vous analysez cette situation qui a lieu généralement en Côte d'Ivoire? Une grève, c'est déséquilibrant pour l'équilibre d'un enfant qui part à l'école. Moi, j'ai fait 2 années blanches, je crois, dans ma jeunesse. Une année blanche au Sénégal, en 90 ou en 89, je ne sais plus, et une année blanche en Côte d'Ivoire. C'était en 91. Voilà, en 91, une année blanche en Côte d'Ivoire. Donc 2 années blanches. C'est-à-dire 2 années de ma vie que je perds. Pourquoi? Parce qu'il y a des grèves. Tu es étudiant dans une faculté, tu fais tes calculs, tu te dis, bon, voilà, j'ai eu mon bac à 17 ans, 18 ans, je sais que, bon, à 23 ans, je vais commencer à travailler, tant, et tu te retrouves à 21 ans, toujours en première année ou en deuxième année d'une fac, parce qu'il y a eu des grèves. Alors, transposez ça aux enfants. Vous faites une grève, si jamais elle aboutit à une année blanche, on perd une année de sa vie. Pourquoi? Parce que les choses ne se passent pas correctement. Nous sommes dans un pays qui est en train d'aller vers le développement. Le développement concerne également les problèmes d'éducation, de santé et de justice. Bien plus, Chéric Balé, les grèves, c'est chaque année en Côte d'Ivoire, rare de voir une année scolaire sans grève. Comment vous comprenez cette situation-là et puis qu'est-ce que vous proposez pour éviter ce genre de choses en Côte d'Ivoire? Oui, les grèves ne sont pas souhaitables, hein, elles ont toujours des impacts négatifs. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand des syndicalistes décident d'aller à la grève, c'est parce que le dialogue social est rompu. Donc c'est d'interpeller nos gouvernants pour que chacun dans son département ministériel engage le dialogue avec les syndicats. Ça permet de prévenir certains problèmes et de les adresser à temps pour ne pas qu'on débouche sur des grèves. Donc la solution, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue social dans tous les départements ministériels et qu'avant l'élaboration des budgets annuels, on puisse achever ce dialogue-là, trouver des solutions qu'on met en œuvre. Et puis bon, il y a un suivi. Quand c'est comme ça, il y a la paix. Donc c'est plus un problème de gouvernance qu'autre chose. Merci, Chéric Balé. Fin de ce 3e et dernier sujet de cette émission consacrée aux fonctionnaires enseignants de Côte d'Ivoire qui réclament une prime trimestrielle. Place à nos rubriques habituelles. La première rubrique qui arrive, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités feront des coups de gueule sur des sujets d'actualité, des sujets qui ont trait à la vie de la nation ivoirienne. Carton rouge. Alors, le premier carton rouge de cette émission, c'est avec Chéric Balé. Carton rouge. Mon carton rouge va à l'endroit du ministère en charge de la sécurité. Et aussi de la défense, hein, parce que la gendarmerie dépend du ministère de la Défense. Il se trouve qu'il y a des arrestations et des gardes à vue abusives. Par rapport aux gardes à vue, il y a eu une marche qui a eu lieu le 13. On ne sait pas comment et pourquoi, le 20 septembre, après qu'on ait arrêté des personnes le 13, on arrête un jeune homme, notamment le second fils du ministre de Sceaux, Charles Rodel, et on le garde à vue pendant 6 jours.
alors que le délai réglementaire de la garde à jour, c'est 48 heures. On le garde à vue pendant 6 jours, Dieu seul sait comment on l'a traité. Finalement, on l'a libéré, ce qui n'est pas normal. Ensuite, on m'a signalé dans cette... déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'enlèvements qui sont signalés ici et là. La preuve, le gouvernement a pris un plan d'alerte. Mais il y a quand même lieu de signaler qui est à Pétro-Ivoire, il y a un jeune qui a été enlevé devant tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a assisté à la scène qui m'en a parlé. 7 personnes en civil l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre d'un véhicule, ils sont partis. Est-ce que ce sont des forces de l'ordre en civil? Est-ce que ce sont des bandits? On n'a pas la réponse. Toujours est-il que enlever quelqu'un comme ça en plein jour, c'est quand même inquiétant. Et ce jeune-là, je dis son nom, si ses parents le connaissent, ils vont commencer à prier ou à faire des recherches. Il s'appelle Ziggy. Il a été libéré dans le cadre de la libération des prisonniers politiques de 2018. Voilà. Et là, on vient de l'enlever. Donc, je voudrais donner un carton rouge au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, parce qu'une solution doit être trouvée pour la sécurité des citoyens. Merci Jean-Yves Essoessi. Réaction sur ce carton rouge? Je suis un peu choqué par les informations que je viens d'entendre. C'est vrai que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays civilisé et on ne peut pas se permettre d'être victime d'enlèvements comme ça en se promenant. Quelle que soit la culpabilité de telle ou telle personne, il y a des procédures dans un pays pour convoquer une personne. Voilà, vous avez besoin d'interroger une personne, vous faites ce qu'il faut pour envoyer une convocation et puis ensuite attendre la personne pour lui poser les questions. On ne peut pas être dans un pays démocratique développé où on se promène et on se fait enlever. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Ce qui me choque un peu, c'est que bon, Pulchéry a ce mérite-là de dénoncer les choses au péril de sa vie. Parce que bon, on peut derrière se plaindre qu'elle a fait une accusation gratuite ou quoi, ce que vous voulez, et elle va se retrouver encore en prison. Mais on en a marre que ce genre de choses perdurent dans ce pays. Il faut des personnes comme cette dame pour dénoncer. Derrière, il faut que les gens réagissent pour rééquilibrer. On est en Côte d'Ivoire. On ne peut pas, ce qui arrive à ce jeune homme peut arriver à mon enfant et à ton... Enfin, aux enfants de chacun. Vous avez un enfant qui se promène et puis bon, on l'embarque. Quelle que soit la raison pour laquelle on l'a embarqué, ce n'est pas normal. Il faut respecter les procédures. Je suis choqué. Bien, à vous maintenant de faire votre carton rouge. La Côte d'Ivoire vous regarde. Oui, alors moi je donnerais un carton rouge au phénomène de buzz qu'il y a depuis une semaine sur l'affaire Bourgi, qui est allé parler sur les plateaux pour expliquer je ne sais quoi. Pour moi, c'est un manque de respect pour les Ivoiriens. Ce que ce monsieur a dit, nous le savons tous. Ce n'est pas la veille des élections qu'on va nous obliger à rentrer dans des élucubrations intellectuelles où chacun va donner son avis, chacun va donner des interprétations. J'ai tout entendu sur ce phénomène. On m'a même, hein, ça me fait bégayer d'ailleurs, on m'a même demandé publiquement de réagir sur ce phénomène. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que le PDCI pense de ça? Etc. etc. On est en train de nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est aller faire sa CNI, aller faire son... Comment dire? Son enrôlement. Comment ils appellent ça? Son certificat de nationalité pour pouvoir s'enrôler dans la liste électorale. C'est ça le principal. Il faut aller voter, il faut que les nations étrangères, il faut que le système national, international qui nous regarde, nous respecte. Et pour respecter un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse avoir des élections transparentes, que les gens se concentrent sur ces élections, qu'on puisse avoir une liste électorale nettoyée, même si on ne va pas jusqu'à l'audit, il faut quand même que les différents partis politiques, les organisations de la société civile, les ONG puissent se parler avec le gouvernement pour ressortir les anomalies de la liste électorale et les rayer. On en a marre de tous les ans, tous les 5 ans, parler des femmes de 500 ans, parler
des messieurs qui sont nés en 1840 mais qui ont des enfants de 22 ans. C'est bon, c'est un petit peu ridicule. Donc il faut que les gens se concentrent sur ça. Laissez M. Bourgi avec cette histoire, concentrez-vous sur ce qui va se passer en 2025. Bien, puis Chéric Balé, réaction sur ce carton rouge ou question? Oui, l'enrôlement, c'est important. Mais moi, je pense que ce que M. Bourgi a dit est tout aussi important. Parce que pendant la crise post-électorale, il y a eu beaucoup de désinformation sur les chaînes étrangères. Et que sur une chaîne étrangère, quelqu'un qui a été important dans le dispositif du gouvernement français vienne faire ce repenti-là, moi je pense que c'est important. C'est vrai que ce n'est pas sur cela seulement qu'il faut se focaliser, mais c'est important pour rétablir la vérité, parce que c'est de la vérité que la réconciliation vraie va se faire. Donc il a ouvert le chemin de certains aveux. On espère que les gens vont s'en saisir pour établir la vérité et pour faire en sorte qu'on apaise aussi tous ceux qui ont été victimes de cette, comment on va dire, de cette injustice qu'il a réussi à avouer. Donc moi, pour moi, c'est important qu'il ait fait. C'est important aussi qu'on s'en saisisse parce que, comme il le dit, on le savait, mais quand quelqu'un d'important vient confirmer ce qu'on savait, c'est beaucoup plus rassurant en fait pour la suite. Ah bien, cette sortie de Bourgi fera l'objet de l'émission du mercredi prochain à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Place maintenant la dernière rubrique de votre émission Entre deux news, le chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation, des chiffres en rapport avec l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, le chiffre du jour, c'est 22 000 milliards. Vous ne voyez pas? 22 000 milliards. Alors, à l'ouverture de la 9e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a fait savoir que près de 22 000 milliards de francs CFA ont été distribués aux producteurs en Côte d'Ivoire depuis 2012. Votre commentaire sur ces chiffres? Allez-y. J'ai pas de commentaire. J'ai pas de commentaire parce que je ne connaissais pas ce chiffre. Je ne l'ai pas entendu et j'ai pour habitude, quand il y a ce genre de déclaration, de prendre beaucoup de renseignements pour pouvoir développer. Alors cette politique vise, selon le ministre Adjoumani, à stabiliser les revenus des producteurs et à garantir un prix record de 1 500 francs CFA du kilogramme pour la campagne intermédiaire 2024. Alors, ce que je retiens, c'est que les producteurs, actuellement, là, ils souffrent. C'est ça que je retiens. On a tendance à égrener les milliards en Côte d'Ivoire à la télé pour nous détourner de l'essentiel. Je suis moi-même un planteur. Il fut un temps où l'EVA était à 1 000 francs. Nous sommes en train de nous battre depuis combien d'années? On oscille entre 230 francs, ce qui est tout à fait anormal, puisqu'on paye on paye des primes pour qu'on ne descende jamais en dessous de 280 francs, mais on est déjà descendu jusqu'à 230 francs, et actuellement on est à 380 francs à peu près. Ça déséquilibre le budget d'une famille. Je parle de l'EVA, on a aussi le cas du cacao. Bon, c'est toutes les filières. C'est incroyable. Anacad, tout le monde. Cacao, quand on parle de ce qui se passe au Cameroun, où ils sont à 5 000 francs, on nous dit oui, bon, effectivement, mais ce n'est pas le même contexte. Ok, d'accord. Mais entre les deux extrêmes, c'est-à-dire 1 000 francs et puis 5 000 francs, on peut avoir des justes milieux. Nous avons le président du groupe parlementaire du PDCI qui a fait des propositions dans ce sens, détaillées, pour qu'on puisse atteindre des chiffres de 3 000, 3 500, ce qui est tout à fait possible. Alors quand derrière on a le ministre Adjoumani qui vient nous parler de 22 000 milliards, je n'ai rien à dire dessus. Franchement, ce chiffre ne me dit rien d'intéressant. Puis Chéric Balé, réaction pour terminer. Oui, comme ce gouvernement est souvent dans la fanfaronnade, 22 000 milliards, ok, mais est-ce que ça a réellement été distribué comme il se devait? Ça, c'est une autre question. On va s'informer auprès des paysans. Mais c'est important de dire que demain, c'est le 1er octobre. Et c'est le jour où on devrait fixer le prix pour la campagne prochaine du cacao. Tout à fait. Étant entendu que depuis, les enfants des paysans n'ont pas encore pris le chemin de l'école.
Donc vraiment, nous sommes curieux de savoir. Au Cameroun, actuellement, c'est 4500. Au Ghana, je crois qu'ils sont à 2000, 1700. Nous, on espère qu'en tant que premier producteur, on sera aussi premier dans le prix payé aux producteurs. Donc, on espère avoir au moins les 4500 du Cameroun. Bien, en tout cas, le prix Bourchamp du kilogramme du cacao pour la campagne 2024-2025 en Côte d'Ivoire n'a pas été fixé pendant que nous enregistrons cette émission. Merci à vous, Pucheric Balé. On se revoit jeudi prochain pour un autre numéro. Merci à vous également, M. Jean-Yves Esso. Et si je rappelle, analyste en sociologie politique, membre du bureau politique du PDC-RDA et inspecteur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA. Merci d'être passé. Merci. On espère vous revoir très prochainement. Avec plaisir. Alors, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous demain pour un spécial débat entre Lansina Karamoko, membre du bureau politique du RHDP, et Dr Paul-Hervé Agoubli au sujet de la composition de la commission électorale indépendante à partir de 20h15. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Excellente semaine. Bonsoir.